Bonjour, bonjour. Est-ce que oui, ça va. Il faut que je parle assez fort. Bonjour, bonjour. Ben, merci Isabelle de nous avoir si brillamment présenté. Merci de nous avoir proposé cet espace. Voilà, ben, comme le disait, je suis Stéphane Borde, donc je suis joueur de banjo professionnel. Oui, ça existe. C'est étonnant, hein, mais ça existe quand même. Donc, ben, je vais essayer de vous parler, de vous faire une brève histoire du banjo. C'est une grande vulgarisation de son histoire, parce qu'il y a vraiment plein de choses. Ça a été voilà, on pourrait philosopher dessus, parce que c'était, voilà, enfin, vous allez voir, c'est l'histoire du banjo. Mais pour ça, je suis pas venu tout seul, puisqu'il y a Harmonia qui est là, qui vient. N'aie pas peur. N'aie pas peur, ils sont gentils. Le monsieur devant, il n'arrête pas de sourire. Voilà. Que j'ai la chance d'accompagner avec son chant et sa clarinette. Et donc, on va commencer. Alors, je suis un peu ému aussi, parce que c'est quand même un exercice nouveau. Hein. Je vous avoue que moi, je suis plutôt musicien. Donc, je fais plutôt parler mon banjo. Donc là, parler de vive voix, c'est pas la même. Hein. En plus, vous êtes attentif. Donc, on va commencer par faire un petit morceau qui s'appelle Comme Slove. Voilà. Juste petite précision technique, il va y avoir des petites images, des petites vidéos. Elles ne sont pas toutes de bonne qualité parce qu'il y a des images et des vidéos qui sont très anciennes et pour trouver quelque chose de très beau, mais il y aura toujours le son, en tout cas ça donnera une idée. Allez, commençons. T'es prête? Allez. J'attrape mon banjo. Alors un banjo un banjoiste passe la moitié du temps à s'accorder et l'autre moitié à jouer faux. Vous pouvez le constater tout de suite. C'est une tradition. On the rhythm, put your rubbers on your feet, comes a snowstorm. You can get a little, it comes love. Nothing can be done. Come the fire, then you know just what to do. Blow a tire, you can buy another shoe. Comes love, nothing can be done. Try hiding, 'cause they really any you. You start sliding when you are down on the juice. On the E-deck, look and lose it in a day. Comes it too thick, see you don't, it's right away. Comes love, nothing can be done. Look and lose it in a day. Come the too thick, see you down this right away. Comes love, nothing can be done. Come the measles, you can hurry to the show. Come the mousing,
You can chain it in a broom. Comes love, nothing can be done. Oh, that's how, brother, if you ever be in love. That's how, brother, you know what I'm speaking of. Come the nightmare, you can only stay away. Come depression, you can get another break. Comes love, nothing can be done. Comes love, nothing can be done. Comes love, nothing can be done. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un morceau qui s'appelle Comme Love. Alors, venons-en au sujet. Alors, comme j'ai une très mauvaise mémoire, ne vous inquiétez pas, j'ai mon petit pupitre. Donc, parlons des origines du banjo. Le banjo a des origines inconnues, en fait. Certains le disent venant d'Égypte, d'autres des Romains. En tout cas, même certains disent que cela vient directement de la préhistoire, à l'époque où les hommes préhistoriques mettaient un arc devant leur bouche et faisaient caisse de résonance avec leur bouche et la peau de leur joue. Donc, on ne sait pas trop de quand ça vient. En tout cas, la représentation, l'ancêtre le plus proche serait le calame, que l'on voit depuis tout à l'heure sur cette illustration. C'est un instrument africain de la tribu des Wolofs, qui était surtout au Sénégal et en Gambie, mais également la tribu qui a été le plus importée en Amérique du Nord, voilà, en masse. C'est-à-dire que c'est celle qui a été le plus réduite en esclavage, en tout cas dans les débuts. Voilà. Donc, ces esclaves étaient donc embarqués sur des grands bateaux et perdaient un peu toute leur... Alors, je reviens un petit peu, c'était en 1694. Voilà, la première représentation du calame, de l'ancêtre le plus proche. Voilà. Après, ces esclaves étaient embarqués donc sur des bateaux et leur seul moyen d'expression était le chant. En effet, ils étaient séparés et tout, ils ne parlaient pas la même langue, mais en fin de compte, le langage commun qui les... Excusez-moi. Ah, c'est des fonds publics. Hein. Voilà. Donc, la seule communication commune qu'ils pouvaient avoir, c'était le chant, c'était les percussions avec la main, parce que tout leur était interdit. Une fois débarqués sur les terres d'Amérique ou d'Amérique du Sud, en fin de compte, le chant a été encore leur seul moyen d'expression, c'était un peu leur survie. Mais en même temps, en s'accaparant la culture des maîtres, c'est-à-dire la culture européenne. On en a un très bel exemple de ces chansons d'esclaves plus la culture des maîtres, ce que l'on appelle le negro spiritual actuel. Voilà, qui est vraiment un mix entre ces deux traditions. La tradition chrétienne d'un côté et les chants, justement, les chants africains. Alors là, je vais vous interpréter un petit blues. Alors, avec un instrument un peu particulier. Ce n'est pas un banjo. C'est comme un banjo, mais il est tout en fer. Alors, c'est complètement anachronique, hein, parce que ça n'existait pas à l'époque encore. Mais bon, tant pis.
le blues qui est né avec l'esclavagisme. Je n'ai pas chanté parce que je sais pas. Voilà. Mais sinon, voilà, c'était le chant africain, les premiers chants africains avec le mélange de certains instruments ont donné ce style très particulier qui est le blues. Voilà. Qui reprend en fin de compte la tradition des griots de l'époque. Voilà, puisque les chanteurs de blues se baladaient justement de plantation en plantation pour raconter ce qui se passait dans la plantation d'à côté, tout en chantant. Ah, très bonne question. En fait, c'est une sorte de banjo, mais tout en fer. On pourrait appeler ça un dobro ou une triolane guitare. En fin de compte, la différence avec le banjo, qu'on pouvait voir, le banjo, c'est une peau tendue. Enfin, je vais avoir un petit descriptif tout à l'heure, plus technique. Là, en fin de compte, les cordes reposent sur ce qu'on appelle un cône en métal. C'est-à-dire, c'est comme une sorte d'entonnoir. Et les cordes reposent sur le sillet qui est situé dessous. Et en fin de compte, ces cônes fait vibrer, les cordes fait vibrer ce cône, c'est qui donne ce son très caractéristique, très métallique, très rond et en même temps grinçant, en fait. Et c'est vraiment l'effet recherché. C'est un effet que l'on arrive à retrouver dans les guitares électriques. En fin de compte, la distorsion des guitares de rock, c'est un peu pour chercher ce son-là et l'accentuer, en fin de compte. C'est ce côté saturation qui grince. C'est surtout ça qui est joli. Voilà, moi j'aime beaucoup cet instrument. C'est pas facile à jouer parce que c'est un arc, mais bon, c'est joli. Voilà. Et c'est pas commun. Celui-ci date de 1929, on dirait pas comme ça. La poussière qu'il a dessus aussi. Mais voilà. Alors, revenons à notre histoire. T'inquiète pas, Harmonia, bientôt tu vas revenir chanter. Oui. Alors. Il faut savoir que dans l'esclavagisme, en fin de compte, quand les esclaves sont arrivés, il y a eu une interdiction, surtout dans les États du Sud de l'Amérique. Hein. Vous verrez tout à l'heure qu'il y a deux esclavagismes différents. Il y a celui d'Amérique du Sud et celui d'Amérique du Nord, qui sont vraiment très très différents. Mais en tout cas, en Amérique du Nord, pour celui qui nous intéresse, en fin de compte, les instruments sont interdits, tout simplement. Toutes les percussions, tout ce qui est tambour, tout ce qui est instrument sonore est strictement interdit parce que les maîtres ne voulaient pas que les esclaves communiquent entre eux. C'est vrai que c'était un moyen de communication. Au départ, c'était uniquement dans les plantations, mais petit à petit, en fait, en Caroline du Sud, en tout cas, qui était très ségrégationniste, oui, ouais, c'est ça, c'est le mot, je cherchais le mot. Ils sont allés plus loin puisqu'ils ont légiféré et ont écrit une loi exprès pour interdire. Alors je vais vous la lire. Hein. Elle est très simple mais très équivoque. C'est une loi qui interdit donc la garde et l'usage de tambours et de tout autre instrument puissamment sonore permettant à des esclaves de s'appeler à des fins de malfaisance. Dans le texte. Hein. Voilà. Une loi qui va se généraliser. Peux-tu mettre l'image numéro 2, s'il te plaît? Voilà. Une loi qui s'est généralisée dans pratiquement tous les États du Sud, suite justement à l'insurrection de Toussaint Louverture, que l'on peut voir là, en 1794, qui s'est révolté. Ça se passait aux Antilles et à Saint-Domingue. Donc de là, ayant peur, et ils s'étaient servis justement des tambours pour pouvoir communiquer entre rebelles. Et donc ils ont, voilà, par peur de ça, en fin de compte, les autres États du Sud ont promulgué cette loi interdisant absolument tout moyen d'expression qui était à base de percussion. Vous voyez venir, on interdit les percussions d'un côté, mais ça, quelque part, ça a permis de développer d'autres choses. Une autre raison aussi de cette interdiction, c'est aussi le protestantisme extrêmement puritain de l'époque. Il faut penser qu'à l'époque, les protestants étaient très très puissants, je crois qu'ils le sont toujours, mais surtout ils n'acceptaient aucune autre musique que les chants religieux. Donc il y avait non seulement c'était une loi qui interdisait
voilà, les tambours pour ne pas avoir à communiquer, mais c'était aussi une question éthique et religieuse d'interdire le chant qui était source de dépravation et de vice, suivant leurs mots. Donc, justement, si je parle trop vite, n'hésitez pas à me dire. Hein. Si ça va pour l'instant, c'est suffisamment clair. Vous êtes sûr, hein? Philippe, c'est bon pour toi? Tu arrives à noter? Bon, parfait. C'est mon professeur S-Radio. Justement, revenons un peu sur la religion. Ça t'ennuie pas trop? Non, du tout. Parfait. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il y a deux sortes d'esclavagisme. Il y a l'esclavagisme d'Amérique du Nord et l'esclavagisme d'Amérique du Sud. C'est tout simple. 92% des esclaves étaient en Amérique du Sud, principalement espagnols et français. À l'époque, en Amérique du Sud, c'était d'immenses exploitations, beaucoup d'esclaves, peu de maîtres. Peu de maîtres, difficile à contenir. Donc les familles sont préservées, les tribus sont préservées. Et surtout, dans des plantations où ils sont plusieurs centaines, voire plusieurs milliers. Donc il y a une sorte de préservation de la mémoire collective des origines. Et on le voit par rapport à la musique d'Amérique du Sud, on voit qu'elles sont beaucoup basées sur les percussions, beaucoup basées sur le chant et la guitare. Et surtout, il n'y avait pas ce même puritanisme en Amérique du Nord. Et justement, en Amérique du Nord, 5% uniquement des esclaves sont là-bas, mais par contre, ce sont des petites plantations complètement isolées, et pour éviter toute insurrection, ils ont décidé, donc, ils sont très pragmatiques à l'époque, de séparer tout ce qui était tribu et famille. Donc vous aviez un frère à un endroit, le père là-bas, et vous séparez les gens qui sont complètement perdus, vous leur interdisez de s'exprimer avec ce qu'ils avaient en mémoire, c'est-à-dire les tambours et autres. Ben voilà, comment se créer de nouveaux instruments. Ils ont fait avec les moyens du bord, et ils ont créé des instruments à cordes, dont un en particulier, celui dont je vous parle aujourd'hui. Mais pour l'instant, on va jouer un petit morceau créole, justement. Le morceau que nous allons vous interpréter est un très très vieux morceau créole qui s'appelle Femme Martinique Doux, qui doit dater à peu près du XVIIIe siècle, entre le début et 1780, on ne sait pas trop en fait, puisque c'est un morceau traditionnel qui était chanté aux Antilles, à Saint-Domingue, sûrement à l'époque de Toussaint Louverture. Comment? Je ne me rappelle plus. Excusez-nous, on se règle un peu. Parce qu'on fait ce morceau, mais on l'a répété l'autre jour, mais on a oublié de noter les choses à faire dessus. Bon, on part en impro, c'est du jazz après tout. Oui. On peut faire ce qu'on veut. Hein, Philippe, c'est du jazz, on peut faire ce qu'on veut. Oui, oui. C'est Monsieur Jazz de Bordeaux, vous avez Philippe de Action de Jazz, là, voilà, qui surveille ses ouailles. C'est plus belle pays.
tua garçom. Sacane no sang, sacane no sang. Martinique, c'est plus bel pays. Sacane no sang, sacane no sang. Martinique, c'est plus bel pays. Harmonia, Merci beaucoup. chanson dans le texte, hein, en créole, s'il vous plaît. Ah, on arrive à un petit côté un petit peu plus technique. Alors, je vais vous présenter, oui, après la vidéo. D'abord, je vais vous présenter un banjo comme ça se faisait à l'époque. Alors, c'est une version un peu plus moderne, mais ça, c'était assez représentatif. Voilà. Ah ah. Alors, ne rêvez pas, je ne vais pas en jouer. J'ai essayé, c'est le mien. Hein. Ça fait 6 mois que je l'ai. J'ai pas réussi à sortir un son potable avec. Ça se désaccorde sans arrêt, c'est un enfer. Je vous explique. En gros, c'était un banjo fait avec les moyens du bord. Bon, celui-là est plus récent, donc fait avec les moyens du bord, mais les bords modernes. Mais à l'époque, il n'avait pas grand-chose. Donc, le premier banjo, ou banjar, comme on l'a vu tout à l'heure, était fabriqué avec ce que l'on appelle une calebasse. Citrouille qui est vidée, bien sûr, séchée, dans laquelle est percé un grand trou et également un petit trou ici, comme vous pouvez voir. Sur cette calebasse est fixée une peau. Alors c'était souvent soit une peau de jeune chien, de chat, peau très prisée pour ce genre d'instrument, c'était la peau de veau mort-né. Comme quoi, c'est quand même assez glauque, hein, l'histoire de la musique. Surtout quand, à l'époque, les cordes étaient faites en boyau. Alors le chat était très prisé. Oui. Avec tous les chats qu'il y a, on pourrait lancer une belle industrie, ceci dit. La SPA devrait se reconvertir. Excusez-moi, c'était un peu d'humour noir. C'est mardi matin, c'est normal. Donc sur cette calebasse, cette peau tendue, il a suffi de rentrer un manche, comme vous pouvez voir là, qui traverse la calebasse de part en part pour sortir ici, un petit cordier, un petit sillet, des mécaniques qui ont beaucoup de mal à tenir. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne m'en sers que très peu, parce que c'est un enfer à accorder, ça ne tient jamais. Et vous allez voir pourquoi ça a évolué le banjo après. Voilà, donc c'est le système à la violon, ce sont juste des chevilles qui sont enfoncées et qui tiennent au petit bonheur la chance. Là, c'était même ni au petit bonheur, ni de la chance pour le coup. Donc voilà, donc c'est ce qu'on appelle entre nous une représentation d'un proto-banjo. Voilà. C'est le tout début. C'était fait avec une calebasse. Alors ça pouvait être une calebasse, ça pouvait être même une boîte de conserve. Enfin, il se servait d'un peu de tout, ce qui pouvait servir de caisse de résonance. Bon, au départ, c'était la calebasse parce que c'est ce dont ils avaient le plus accès, mais petit à petit, avec l'industrialisation, on verra que les éléments vont changer, se moderniser et pour devenir après ultra modernes. Voilà. Donc avant de passer à autre chose, on va vous faire écouter une petite chanson de quelqu'un qui en joue bien mieux que moi, voire qui en joue tout court. Maestro, la numéro 3. Et alors avec le son, ce serait super bien. Oh, go dig a hole in the meadow. Go dig a hole in the ground. Go dig a hole in the meadow and let me lay darling Corey down. The last time I saw darling Corey at the edge of the deep blue sea, 44
and a banjo on her knee. Wake up, darling Corey. How can you sleep so sound? Revenue officers are coming. He's gonna burn your steel house down. Go away, darling Corey, and bring to me my gun. I ain't no man for trouble, but trouble has just begun. I ain't no man for trouble, but I'll die before I run. The last time I saw darling Corey had a 44 in her hand. I killed that revenue officer if he leaves here with my man. Across the deep blue ocean, across the deep blue sea, bring to me darling Corey, wherever she may be. Go away, darling Corey, quit your hanging around my bed. The whiskey done ruined my body, and pretty women gon' ruin my head. J'ai peur qu'ils ne vous entendent pas. Mais c'est gentil. C'était Cédric Watson, c'est un excellent chanteur et songwriter qui joue de la guitare et aussi beaucoup de banjo gourde. Enfin, c'est un de ceux que je préfère parce qu'il a vraiment le blues en lui et ma foi, ça le fait. Voilà. Alors, oui. Voilà, je me recentre. Au XVIIIe siècle, le banjo était principalement, le banjo gourde était principalement joué par les Noirs, les esclaves ou les anciens esclaves libérés, mais était essentiellement joué par les Noirs. Par contre, au XIXe siècle, tout change. Et oui, voyant que cela fonctionne de plus en plus, les Blancs, voyant une opportunité de pouvoir faire un braconnage culturel, ils ne se sont pas gênés et donc se sont accaparés complètement cet instrument. À tel point qu'à partir du XIXe siècle, même de nos jours, très peu de personnes afro-américaines jouent du banjo. C'est resté très présent enfin, c'est encore présent, même 200 ans plus tard, en fin de compte, ce braconnage culturel, parce que c'est vraiment ça, d'un instrument importé, créé par les esclaves, un instrument noir qui a été fait accaparer, et donc par rejet, en fin de compte, les esclaves ou anciens descendants ont décidé de ne plus en jouer. Donc vous avez, moi j'en connais aucun, en fait, de tous les banjoistes modernes, il n'y a pas de noir. Alors peut-être qu'il y en a plus localement qui ne sont pas connus mais bon, c'est bien dommage. Mais c'est comme ça. C'est un peu compréhensible aussi. Ils inventent un truc, on leur vole. Faut comprendre. Hein. Et en l'occurrence, c'est l'accaparation par les Blancs, mais surtout d'un style de musique, un style de show très particulier, ce qu'on appelle les minstrels shows. Alors là, tu peux balancer l'image numéro 4, la suite en fait. Voilà. Les minstrel shows. Alors là, c'est très particulier parce que ce sont des Blancs qui se peignaient en noir pour pouvoir éviter les Noirs, évidemment, pas forcément d'une manière très pas bienveillante, enfin, surtout dans un truc très satirique. Vous voyez, où on se fichait de la gueule des esclaves, où c'était vraiment le culte de l'oncle Tom, le bon petit noir qui écoute. Enfin, vous savez, c'était vraiment toute une satire, c'était vraiment basé
C'était un racisme de spectacle, comme ça. Et ça a marché. Ça a marché énormément. Ben, la photo juste après, s'il te plaît. Alors, ça a tellement, voilà, encore, encore un minstrel, vous voyez, voilà. Alors, vous pouvez en trouver, hein, vous allez sur un site internet, vous tapez minstrel image et vous en verrez, il y en a toute une tripotée, parce que ça a vraiment été ça a été vraiment un gros mouvement culturel en début de siècle aux États-Unis. Voilà, si tu pouvais, la prochaine. Et tellement, ça a tellement eu d'importance que vous voyez ici l'affiche de Hal Johnson, qui était un minstrel, mais surtout qui a joué dans le premier film parlant avec du son de l'époque, The Jazz Singer, où il reprenait un rôle de minstrel. Il chante le morceau Mamie, je crois. Oui, c'est ça. Mais c'était vraiment la première représentation sonore d'un film de cinéma, quoi. C'est la toute première fois qu'il y avait du son, et c'était sur un spectacle de minstrel où il est grimé en black et en noir, pardon, et il fait n'importe quoi. Enfin, il les représente d'une manière très dégradante, en fait, et ça faisait rire à l'époque. Et on va jouer un petit morceau maintenant. Allez. Ça te dit? Allez, voilà. Alors, comme je vous disais, par rapport à toutes ces histoires, je fais vraiment une vulgarisation parce qu'il y a sur les minstrels, il y a énormément de choses à dire parce que ça a duré plus de 30 ans et c'est vrai un gros courant, mais rien que les minstrels à eux tout seuls représentent un sujet, voilà, parce qu'il y a des chansons très racistes, des chansons rebelles, des chansons féministes, des chansons anti-féminisme. Enfin, c'était assez fort, quoi. Donc, on va vous jouer maintenant. Avalon. Parce qu'on le mérite. Alors, je vais m'accorder un petit peu. Vous pouvez discuter entre vous, hein, le temps qu'on s'accorde. Hein. Philippe, tu peux parler à ta voisine. Tu sais qu'elle est très jolie.
Le morceau Avalon qui est bien vieux, qui doit dater de 1911. J'ai pas marqué les dates des morceaux, tu te rends compte? Oh, mince. C'est un concert-férence en fait, c'est pas une conférence. Voilà. 1920, je l'ai. 1920, voilà. Merci Harmonia. C'est important d'avoir des petites mains quand même. Hein. Donc le banjo, les minstrels ayant eu énormément de succès, forcément, le banjo calebasse finit petit à petit par se sophistiquer un petit peu. C'est vrai que à partir de 1840 à peu près, les menuisiers, les fabricants de vélos, étonnamment, les ébénistes, commencent un peu à le moderniser. On l'a vu d'ailleurs sur la photo précédente, un minstrel qui avait un banjo rond et non plus, enfin plus en forme de calebasse, mais une sorte de machin rond. Enfin, on commence à voir les prémices du banjo moderne. Et souvent, ils utilisaient, alors c'était ou des cerclages, alors c'était étonnant, c'était des vieux tambours militaires, ou alors des cerclages à fromage. Vous voyez qu'on s'en servait pour les meules, là, pour tenir les meules. Ils s'en servaient pour les petites meules, ils s'en servaient, ils tendaient une peau dessus. Bon, ils mettaient un manche comme ils pouvaient. Enfin, mais il commence à y avoir quelques artisans qui fabriquent des banjos qui ressemblaient encore à la calebasse. Mais par contre, on en a très peu d'exemplaires puisque c'était des bois pas forcément de très bonne qualité. Bon, les encens étaient très variés, voilà, qualité très variable. On retrouve quelques prémices, mais si c'est le manche a été préservé, il reste plus la tête, il reste plus le corps. Enfin, on n'a pas grand-chose en fin de compte comme représentation graphique. En tout cas, sûrement pas de photos parce que les photos coûtaient un bras à l'époque. Voilà. Oui, enfin, les clés deviennent un peu plus précises. Enfin, voilà, tout ça. Et c'est en 1848. Petite photo qu'apparaît la première méthode de banjo. Et oui. Donc on voit dans la méthode de banjo, c'est joué par les blancs, mais on voit quand même dans l'illustration que ce sont des noirs qui dansent et qui font, qui pratiquent le vice et la dépravation, comme diraient les gens de l'époque. Voilà. Arrive la guerre de sécession. Ah. Vous voyez, je fais des grands raccourcis dans le temps, je ne rentre pas dans les détails. Après, si vous en voulez plus, écoutez, on s'appelle. Donc, arrive la guerre de sécession entre 1861 et 1865. Cet instrument, qui était facile à transporter, a un énorme succès dans les campements, que ce soit les campements du Sud comme les campements du Nord. Il y en a dans tous les baraquements, les soldats chantent des chansons avec cet instrument-là. Enfin, ça devient l'instrument roi de l'accompagnement de chansons, quoi, de folk song, de tout ça, de blues pour certains, de complaintes, plus de danse aussi, puisqu'on pouvait jouer des polkas, des scottish, avec tout ce qui se faisait à l'époque. Mais voilà, ça c'est pareil, la guerre de sécession et le banjo, ça pourrait être une histoire à part entière, mais bon. On va pas trop s'attarder dessus. C'est quand même la guerre. Et on en a suffisamment aux informations en ce moment. Passons à la musique. Donc, après-guerre, beaucoup de gens sont partis du Sud pour aller au Nord de l'Amérique. C'était des Blancs, des Noirs, bien sûr, qui fuyaient, voilà, qui voulaient plus être dans une région où ils avaient été si martyrisés, mais aussi des Blancs. Donc beaucoup, ça s'étale un petit peu partout, il y en a beaucoup dans l'Est, et aussi pas mal d'anciens brigands qui étaient recherchés, qui partaient, eux, par contre, se réfugier dans les montagnes Appalaches. Ça va, madame? Vous voulez un oreiller? Ah, je crois que la dame est fatiguée. Non, ah, pardon. Ah, parfait. Donc, j'ai perdu le fil, voilà. Donc, les Appalaches. Donc, il y a beaucoup de personnes qui partent justement dans les Appalaches pour se réfugier. Et les Appalaches, c'est une immense chaîne de montagnes très, 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 très isolée. Donc, ces personnes sont arrivées avec des banjos gourdes, avec leur culture, et elle a été préservée pendant des dizaines et des dizaines d'années.
Tellement qu'en fin de compte, à l'heure actuelle, c'est que dans les Appalaches et avec la musique bluegrass que l'on entend le banjo tel qu'il est joué depuis les origines, en fait. C'est-à-dire ce système, je ne sais pas, vous n'avez peut-être pas fait attention d'un niveau technique. Bon, souvent, le banjo, on se le représente, c'est un cow-boy qui joue avec les doigts. Là, Cédric Watson, qui chantait son banjo gourde, il martelait ce qu'on appelle la technique clawhammer. C'est comme ça que cela se jouait, c'est-à-dire qu'il martèle les cordes. En fin de compte, il tape sur une corde et ça fait ce côté sec. Geste que je n'arrive pas à faire sans celui-là, d'ailleurs. Et alors que, voilà, et en fin de compte, il y a toujours ce geste-là, et ils ont aussi développé, suivant les cultures, différents styles. Il y avait beaucoup de gaélique dans les Appalaches, donc ça, plus la culture noire, plus la culture ça a créé ce qu'on en appelle le bluegrass. Pour l'instant, voilà. Et donc, on va regarder une petite vidéo. Alors, c'est un petit anachronisme. Ce n'est pas une vidéo d'époque, parce que vous imaginez bien qu'il n'y en a pas, mais c'est l'extrait d'un film que je pense que vous connaissez tous et qui représente bien ce phénomène de préservation de la culture et de l'isolement, surtout. Je vous laisse découvrir ce film complètement méconnu, mais vous allez voir. Maestro, tu peux y aller. Come on, I'm with you. I'm lost. God damn it. Voilà. Je crois que vous savez tous de quel film je parle. Je pense que voilà, Délivrance, qui est un des films les plus durs, on peut dire, parce qu'on ne voit rien, ce n'est que de la suggestion. Enfin, quoique il y a des passages un peu hard. Tu l'as vu, Harmonia, Délivrance? Chef-d'œuvre, oui. C'est dur, mais... Alors, voilà, c'est pour ça que je me suis permis de mettre cet extrait. Ça pète un peu l'ambiance 19e, mais ça représente bien, on voit bien... de toute façon, c'est ce que voulait représenter le réalisateur, c'est justement ce décalage qu'il pouvait y avoir entre les gens de la ville, les gens du reste de l'Amérique et les Appalaches. C'est-à-dire les Appalaches qui sont vraiment restés un endroit très, très, très isolé, où on retrouve encore des personnes qui n'ont pas vu de gens depuis 20 ans, et tout, et qui ne vivent qu'en petite communauté, et d'où cette culture se préserve, quoi, ma foi. Donc voilà, c'était une petite entorse à la chronologie. Et puis ça fait plaisir. Puis de toute façon, on me le demande à chaque fois que je joue du banjo, donc... autant le placer. À savoir que cet extrait de film Délivrance est la seule référence française que l'on a sur le banjo. Très très peu. On connaît, c'est un instrument qui est très populaire, mais complètement méconnu. Alors que nous avons, nous aussi, un passé de banjo. Mais bon, continuons. Donc il y a les Appalaches. Élément important du banjo, le médiator. Il y a donc les Appalaches avec son isolement, mais il y a aussi
L'urbanisation, c'est-à-dire il y a beaucoup de monde partant du sud se retrouve dans les villes, emmène cet instrument et donc cet instrument est joué dans les villes. Et là, quand ça commence à jouer à New York, à Boston, dans ces grosses villes de l'Est, il y a quand même du pognon à se faire, comme disent certains. Et donc, la première industrie est créée autour du banjo. C'est ce que l'on appelle les banjos Dobson, des frères Dobson. Alors là, on rentre dans le côté technique. Alors, la prochaine image, s'il te plaît. Elle est petite, hein? Donc, en fait, j'en ai d'autres après où on voit mieux. Donc, vous avez ici la représentation du premier plan industriel, enfin, le premier vraiment plan des premiers banjos qui vont être fabriqués. Bon, pour avoir que, je ne sais pas si vous voyez beaucoup. Hein. Ah, mais je peux le défaire. C'est super moderne. Je ne sais pas si vous voyez vraiment, mais on voit au niveau de plein de cerclages, au niveau de la calebasse, ça a été remplacé par un cercle. Vous voyez, il y a énormément de tirants, ce n'est plus des clous plantés dans la peau. Mais voyons voir l'image suivante, s'il te plaît, Roland. Ah, ben voilà, on voit mieux. Une chose importante qui a été créée, alors ça c'est une photo d'un banjo d'époque. Voilà, ce que je dois vous dire. Ce qui a changé, la calebasse a été remplacée par ce qu'on appelle le tone ring. Le tone ring, c'est tout le fût autour. Les clous des peaux ont été remplacés par les tirants, que l'on voit bien ici. Ce sont des vis qui entourent un cerclage et qui permet, en fin de compte, de tirer la peau vers le bas. Un peu le système des djembés, je ne sais pas si vous avez déjà vu. Voilà, c'est un cerclage qui tire la peau vers le bas, qui permet de mieux l'attendre. Et surtout, quelque chose d'important, c'est que leur invention, qui est toujours utilisée pour le banjo, c'est ce qu'on appelle la barre de tension, qui est ici et ici, qui permet en fin de compte à l'instrument de rester rond, de ne pas bouger et surtout de transmettre les vibrations des cordes dans tout le corps du banjo et non pas juste à la pointe, si on l'avait laissé là-bas. Voilà, si on n'avait pas mis la barre de tension, ça ne sonnerait pas. Tu comprends, Harmonia? C'est plus compliqué qu'une clarinette, hein, c'est sûr. Photo suivante, s'il te plaît. Voilà, la même vue de face, vous voyez, on retrouve encore le cordier, comme sur le banjo calebasse, le sillet, la peau tendue. Là, on voit bien le système de tirant. Vous voyez, le cerclage en fer qui est là, qui pousse la peau vers le bas, qui elle-même est tendue là. Voilà. Donc, on voit nettement une nette amélioration avec des tirants surtout partout. Les premiers proto-banjos ronds avaient un tirant de chaque côté, ce qui fait que ça se désaccordait très, très, très souvent. La photo d'après. Les mécaniques. Ah, ça, très, très grande évolution. On ne se rend pas compte à une si petite chose. Mais des mécaniques comme celle-ci, ça se désaccorde plus. C'est pas comme celle-ci, là, parce que jusqu'à présent, c'était ça. C'est-à-dire, vous preniez une mécanique, vous tiriez dessus, pof, ça s'enlevait. Là, ça tient l'accord. Enfin, ça reste du banjo. Hein. Mais au moins, voilà, ça ne lâche pas en plein milieu du morceau, parce que des fois, si c'est trop tendu, s'il fait trop chaud, trop froid, ça se détend, et puis pof, vous avez les mécaniques qui sautaient en plein morceau. C'était très gênant. Là, maintenant, plus ça. Ça, c'est une très, très grande avancée dans le banjo qui a beaucoup servi à la guitare après, hein, et au mandolite, à toutes sortes d'instruments. Voilà, donc ça c'est l'aspect technique. Après, le banjo devient mondain puisqu'il est en ville, donc ce n'est plus dans les bistrots ni dans les maisons closes de l'époque ou dans la rue, ça se joue aussi dans les salons et notamment par la gente féminine. Et d'ailleurs, il y a une photo normalement après. Voilà, vous aviez des orchestres entièrement constitués de jeunes femmes. Et voilà, et ça marchait énormément. Et puis alors là, vous en aviez toute une tripotée hein, de banjo, dont un espèce de truc basse, là. C'est un truc. C'est basse, voilà. Bon, il y a toujours l'homme derrière, hein, le chef d'orchestre. Hein. Faut pas déconner non plus. Voilà. Donc, voilà, donc c'est beaucoup joué. Et c'est vraiment la grande époque du banjo où les minstrels, pour revenir, étaient vraiment à leur apogée de starification. Et là, maintenant, comme nous sommes dans le mondain, nous allons faire une chanson d'amour, Harmonia. Ça te va? Ça s'appelle I Can Give You Anything But Love. Ce qui veut dire en français, bienvenue. Tu as déjà entendu celle-là?
gasping for. Oh, gee, I like to see you looking swell, baby. Diamonds, bracelet, rubies, dove and self, baby. Till the looking day, you know damn well. Oh, baby, I can give you anything but love. I can give you anything but love. Oh, I can give you anything but love. Merci. Ah. Là, on arrive à la partie 1907. Ah. Donc 1907. 1907, c'est la naissance d'un nouveau banjo. Et oui, jusqu'à présent, c'était le banjo 5 cordes, dérivé du proto-banjo, du banjo gourde. Mais là, il arrive à un phénomène un peu particulier, c'est qu'il y a énormément de joueurs de violon et de violoncelle, puisque le fiddle, enfin toutes les musiques de danse sont très populaires à l'époque. Et il y a tellement de violons et de violoncellistes qu'il n'y a pas beaucoup d'emplois pour eux. C'est con. Enfin, c'est dommage, pardon. Donc, en fait, il se passe un truc, c'est que le banjo, tel que nous le connaissions jusqu'à présent, alors ils veulent bien s'y mettre, mais le banjo est fait avec des boyaux de chat. Les boyaux de chat, c'est sympa pour chanter comme ça, pour s'accompagner au coin d'un feu, voilà, mais pour jouer dans des orchestres, pour faire danser, ce n'est pas possible. Donc il y a énormément de violonistes et violoncellistes qui ont une particularité, c'est que leur instrument s'accorde en quinte. Ah, qu'est-ce que l'accordage en quinte? Déjà, juste petite parenthèse, c'est pas compliqué. Vous savez tous do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Donc on va dire que la première corde c'est un do. Donc je fais do, ré, mi, fa, sol. Oh, la cinquième c'est un sol en quinte. Donc la deuxième est un sol. Après, sol, la, si, do, ré. La troisième est un ré. Ré, mi, fa, sol, la. La quatrième est un la. Contrairement à la guitare qui, elle, est accordée en quarte. Mi, la, ré. Ré, mi, fa, sol, etc., etc., etc. Voilà. Donc, en fin de compte, les violonistes et les violoncellistes se retrouvent avec un instrument où les positions sont à peu près les mêmes que sur leur violon, à part la taille du manche. Au niveau ergonomie et mémoire du geste, en fait, ils retrouvent les mêmes cadences. Et surtout, ils ont mis des cordes en métal. Donc, ils ont inventé un banjo plus court, de 19 frettes, avec des cordes en métal, qui est fait à l'époque pour accompagner le tango, qui était énormément à la mode en 1907, de 1907 à plusieurs années, quoi. Et c'est pour ça qu'en fait, le premier banjo différent s'appelle le tango banjo. Ensuite, par rapport à l'accordage, certains l'ont appelé le alto banjo, et puis quelqu'un a eu la bonne idée de l'appeler ténor banjo. C'est le nom que l'on retiendra et dans lequel on le garde. Ça fait plus d'un siècle maintenant qu'on appelle ça le ténor banjo. C'est faux en soi, puisqu'en fait le vrai nom ce serait alto banjo, puisqu'il est accordé comme un violon alto. Mais bon, voilà, c'est plus joli dans les journaux de marquer ténor banjo que alto finalement. Et c'est un instrument qui qui est beaucoup plus sonore, comme vous pouvez le constater, et qui permet d'accompagner donc les orchestres de danse de faire une base rythmique et harmonique pour pouvoir danser sans avoir à se transporter un piano. Parce qu'il y a plein d'endroits, que ce soit dans la rue ou autre, transporter un piano, c'est pas évident. Donc le banjo a énormément remplacé cet instrument puisqu'il a mené, et comme il était très sonore avec ses cordes en métal, donc il a pu jouer dans des plus grands orchestres. Voilà. Alors qu'avant, il était cantonné
à de la chanson ou des minstrel shows où il y avait un banjo et 2 chanteurs en plus ou 3 chanteurs. Mais voilà, rarement des instruments en plus. Donc je vais vous montrer comme quoi il peut être très sonore. Vous êtes prêts? Je vais peut-être pas le réussir. Hein. Il est très sonore. Hein. Note-le, Philippe, dans ton petit carnet que c'est très sonore. Ah, raté. Voilà. Je peux vous dire qu'à froid, il n'est pas facile. Donc c'est un morceau Tiger Rack qui est très ancien aussi. On va le entendre tout à l'heure. Donc le banjo ténor prend beaucoup de place. On en retrouve dans les salons, on le retrouve dans l'accompagnement des orchestres, et surtout après la Seconde Guerre mondiale, en 1918, là c'est une véritable frénésie autour du banjo ténor. En effet, là ça devient l'apothéose. Il y a il y a vraiment énormément de rabattage qui est fait sur cet instrument. En l'occurrence. Déjà, il y a des marques d'industrialisation. Après-guerre, l'économie se relance un petit peu. Il y a les marques bien connues des banjoïstes sont créées à cette époque-là. Vous avez Vega, vous avez Paramount, vous avez Gibson et Epiphone qui apparaissent. Gibson qui est plus connu pour ses guitares, mais il faut pas l'oublier, il faisait des mandolines et des banjos à une époque. Epiphone qui a été racheté par Gibson, mais avant c'était une marque ancienne, et d'ailleurs les banjos Epiphone coûtent très très cher quand on en trouve, quand ils sont en bon état en tout cas. Voilà, et surtout une starification. En l'occurrence, Harry Rezer, qui était un banjoïste star dans les années 20. Un banjoïste qui a servi de modèle. Je ne sais pas si vous avez vu ce film Accords et désaccords de Woody Allen. Je vous le conseille, c'est un très bon film sur un guitariste de jazz, qui est en concurrence avec Django Reinhardt, mais en Amérique. Et en fin de compte, le personnage de Sean Penn était fortement inspiré de l'histoire de Harry Rezer, justement, qui était vraiment une des premières stars à faire un peu ce qu'elle voulait. Tellement star qu'il avait été sponsorisé par des sodas Clicquot, qui n'existent plus actuellement, mais par contre, dans son contrat, il était marqué qu'il devait jouer absolument sous tous les temps, habillé en esquimau. Voilà. Même en Californie, où il faisait 40 degrés, il n'avait pas le droit de jouer en public s'il n'était pas habillé en esquimau. Et bien justement, on va le voir à l'œuvre dans la prochaine vidéo qui arrive. Voilà. C'est une vieille, elle date de 1920 et quelques.
C'était une version recolorisée du film d'époque. Hein. Donc vous avez vu un peu l'extravagance du personnage, et en fin de compte, il était réputé pour ça. Et il y a l'image du musicien blanc avec son grand manteau et tout. En fait, vient aussi de cette personne-là qui est maintenant méconnue, enfin n'est connue que des joueurs de banjo. Hein. C'est étrange, hein, comme quoi. Et pourtant, c'était une star. Hein, c'était le Jimi Hendrix du banjo. Mais bon, à cette même période. Ben on a peut-être pas le temps, donc on va pas le faire. Voilà. Ben à cette même période, on retrouve le banjo ténor sur les bords de Marne également. Il a quand même traversé l'Atlantique, puisqu'on le retrouve pour accompagner les Scottish, les polkas et toutes sortes de danses qui avaient en beaucoup moins d'importance que ça a pu avoir aux États-Unis. Hein. Ne pas oublier qu'en France, nous avions l'accordéon. On a déjà pas mal un passé instrumental très fort, et il faut qu'un nouvel instrument s'implante. Voilà. À part les disques jockeys, il n'y en a pas eu d'autres depuis. Donc tant pis, on ne va pas jouer ce morceau. Hein. Voilà. Si vraiment vous avez faim, on pourra vous le donner, mais à la fin. Après, voilà, le banjo ténor a eu une belle apogée pendant à peu près une petite vingtaine d'années, et par contre, il est descendu aussi vite qu'il est monté. Je ne veux pas dire du jour au lendemain, mais d'une année sur l'autre, le banjo est tombé complètement en désuétude. Alors, il y a une raison simple, c'est les enregistrements. En fin de compte, le banjo était le seul instrument harmonique qui pouvait être gravé sur cylindre. Parce qu'à l'époque, on écoutait la musique sur des cylindres ou des grosses galettes. C'était même pas du vinyle à l'époque, c'était... je ne me rappelle plus le nom exact, enfin, je ne me rappelle plus. Ça a un nom un peu particulier. Et les prises de son étaient face à des cônes comme des gramophones, mais inversés. En fait, vous savez, avec le haut-parleur qui servait de micro. Et le banjo était vraiment le seul instrument harmonique que l'on pouvait enregistrer et entendre l'harmonie. Si vous mettiez un piano, les trompettes passaient par-dessus, on n'entendait pas le piano. De toute façon, ça faisait un espèce de brouhaha de fond, c'était inaudible. Mais par contre, les techniques d'enregistrement ont fortement évolué. Et c'est vrai que c'est dans les années 30 où sont apparus les premiers microphones, les premières bandes magnétiques, et surtout, avec ce nouvelle technique d'enregistrement, ça s'est beaucoup plus affiné, ça a été beaucoup plus précis. Et donc, on a pu enregistrer d'autres instruments harmoniques, dont le piano et notamment la guitare, qui a remplacé de plus en plus le banjo, car en même temps que les enregistrements ont évolué, l'électrification de la guitare est arrivée. Donc, ça a permis à cet instrument un peu plus riche harmoniquement parlant, même si ça se discute, parce que vraiment, les guitaristes, on sait qui c'est. Hein. Non, je plaisante, c'est des jokes de musiciens. Donc en fait, la guitare a tout simplement supplanté le banjo dans pratiquement tous les orchestres. Ce qui fait que d'une année sur l'autre, vous étiez une star un jour, et l'année d'après, vous n'étiez absolument plus rien. Les joies de l'Amérique. Voilà, et donc, donc l'électrification porte le coup de grâce au banjo, et il tombe dans l'oubli, jusqu'à un petit retour après-guerre, en 1945, pour une période que l'on a rappelée le revival, dont sont issus un peu les groupes que vous devez connaître, comme les Haricots Rouges, par exemple. Voilà, français. Disons que la représentation du jazz Nouvelle-Orléans avec un banjo date de cette époque-là. À savoir que c'est vrai qu'on associe le banjo au jazz, alors qu'il en a très peu fait. C'était essentiellement un accompagnateur de chansons et d'orchestres de danse. En fin de compte, la représentation jazzistique de cet instrument date de l'après-Seconde Guerre mondiale, avec cette période du revival. Mais comme la communication était différente à cette époque-là, il y avait déjà un peu la télévision, il y avait les magazines qui étaient distribués en plus grand nombre. Donc l'image que l'on a du banjo, c'est l'orchestre de jazz, le canotier et tout, alors que c'est une très courte période, d'une dizaine d'années après-guerre, il fallait que tout le monde s'amuse, et c'était devenu ça a été une petite mode pendant quelques temps après-guerre, pour pouvoir danser. Mais c'est rigolo, comme quoi on peut se faire une idée d'une période, d'un instrument, alors qu'en fait, il a passé la plupart de son temps, le banjo, à ne pas jouer du jazz. Ah, comme quoi. Et même à la Nouvelle-Orléans, nous qui y sommes allés avec Philippe de nombreuses fois,
Toi non, ah mince, c'était pas toi. Là-bas, très peu de gens jouent du banjo. Il y a beaucoup de brass band, il y a beaucoup de piano, il y a beaucoup de guitares, mais les banjoistes, il n'y en a pas tant que ça. On devient une perle rare, hein, vraiment. Hein, que je suis une perle rare. Merci. C'est plaisir d'être soutenu quand même. Hein. Donc voilà, il revient en force après la Seconde Guerre mondiale et on va vous jouer un petit morceau qui se nomme Bei mir bist du schön. Un morceau klezmer au départ, qui est un peu plus ancien, mais que l'on aime beaucoup. Voilà. Le morceau Bei mir bist du schön est vraiment l'exemple même du morceau mixte entre différentes cultures, puisqu'il est accompagné d'une façon un peu bluesy, mais avec une mélodie klezmer, yiddish, et avec une pulsation implantée par les esclaves noirs. Enfin, c'est rigolo. C'est vraiment en novembre, je vais faire une autre conférence, apparemment, a priori, sur le jazz et la mafia, mais que tu as déjà vu, Philippe, où justement j'explique un peu ce mélange mix qui a créé, là, le jazz. C'est plus spécifique. Mais en attendant, bye, mia. Ah. Ils sont bien, ces tabourets. Inverse. I try to explain, by me beats to shame. So kiss me and say you understand. So kiss me and say you understand. So kiss me and say you understand.
Wunderbar. Un morceau que tout le monde connaît, qui est très ancien aussi, hein, qui a plus de 100 ans. Comme quoi, hein, la culture, ça n'a pas d'âge. Alors, après-guerre, il y a encore un banjo qui refait surface. Alors, je crois que je vais essayer de terminer avant que vous n'ayez trop faim. Donc, il y a un autre revival, c'est sur le banjo 5 cordes. Alors lui, il avait complètement disparu avec le banjo ténor. Le banjo gourde, il avait disparu, à part dans les Appalaches. Bon, justement, ça s'est préservé, et heureusement, quelque part, comme quoi l'isolement crée la préservation. C'est joli, hein, ce que je dis là. Waouh. On va faire une conférence rien que sur ça, Isabelle, je crois. Donc, le 5 cordes revient également, mais grâce à un homme, en effet. Il est tombé complètement en désuétude, personne n'écoute, mais il y a un homme qui arrive, un jeune homme qui s'appelle Earl Scruggs, E-A-R-L, Scruggs, S-C-U-R-2-G, et qui inventa une nouvelle technique. Et quand vous allez le voir jouer, comme sur la vidéo, vous allez comprendre quel genre de musique il joue. Prochaine vidéo, s'il te plaît, Roland. Oh yeah. Et oui, en fait, Earl Scruggs invente tout simplement une autre technique. Comme je vous disais tout à l'heure, le banjo 5 cordes était ce qu'on appelle le système Clawhammer, c'est-à-dire qu'on tapait le banjo. Vous voyez un système comme ça, et ça permettait de faire des choses. Lui, il est arrivé avec une autre technique, il s'est mis des onglets au bout des doigts, et il a commencé à tripoter le truc un peu dans tous les sens, et à créer ce que l'on appelle des patterns rythmiques. Et ça a donné, dans les années 50, 60, le revival du banjo 5 cordes, que l'on entend toujours actuellement, dont c'est la représentation que l'on a le plus, c'est le chapeau de cow-boy et la musique country. Voilà. Tout simplement, il a inventé la musique country, qui est différente du bluegrass, parce qu'il y a, ça pourrait ressembler, parce que le bluegrass et la country ont beaucoup de similitudes. Il y a une grande différence, c'est que dans le bluegrass, il n'y a que des instruments à cordes. Vous n'avez pas de rythmique, vous n'avez rien d'autre, vous n'avez pas de piano, vous n'avez que de la mandoline, de la contrebasse, de la guitare, mais pas d'instruments de percussion et autres, quoi. Alors qu'en country music, vous avez une batterie, vous avez tout. La country music est très vaste, hein, parce que c'est de la musique de cow-boy, mais c'est aussi, ça ressemble très fortement à du rock and roll un peu de temps en temps. Enfin, voilà. Savoir que la country music est très 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 populaire aux États-Unis et on s'en rend pas forcément compte nous parce que c'est pas notre culture, mais là-bas, ça remplit des stades complets, quoi. Voilà.
Nous avons deux autres avatars du banjo qui sont nés. Bon, on en arrive à la fin, hein, vous inquiétez pas, après vous allez plus en entendre parler pendant des années du banjo, donc profitez-en, prenez-en. Deux autres avatars du banjo, vous avez ce que l'on appelle le banjo plectrum. Oula. Alors le banjo plectrum, c'est un peu particulier puisque c'est un banjo 5 cordes sur lequel on a enlevé la petite corde. Vous avez remarqué, le banjo 5 cordes, comme sur le banjo board, il y a une petite corde chanterelle, c'est ce qui permet d'avoir cette note aiguë qui est placée entre chaque note, qui donne ce style caractéristique du country music, très sautillante. Et bien, en plectrum, ils ont décidé de l'enlever et de le jouer. En fait, c'est un peu un mix entre le banjo ténor et le banjo 5 cordes. C'est très particulier, j'en ai eu un, faut aimer, c'est très typique. C'est surtout fait pratiquer pour faire ce que l'on appelle les cordes mélodies. Alors les cordes mélodies, c'est faire des mélodies en jouant des accords. Alors le meilleur moyen de vous l'expliquer, c'est de vous le montrer. Prochaine vidéo, c'est Eddie Peabody dans les années 60. Donc j'aurais aimé être son kiné ou ostéo à la fin de sa vie. Ce que je peux vous dire, moi je fais un peu de cordes mélodie et après quelques années, eh ben, j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là. À mon avis, on a dû lui couper le bras parce qu'il n'a pas dû survivre. Vous avez pu remarquer l'extrême finesse de ce jeu de banjo, hein, c'est tout dans le démonstratif, c'était vraiment le banjo spectacle. Alors, je trouve ça très fort, moi personnellement, hein, c'est techniquement waouh. Mais alors écoutez, hein, c'est fatigant très vite, quoi. 2 minutes, ça va. Et il a passé toute sa carrière à faire ça, tant mieux pour lui, mais voilà. Donc le banjo plectrum est utilisé toujours un peu en Nouvelle-Orléans, mais par très peu de monde. C'est intéressant au début, et puis après on tombe très vite, comment dire, dans un son trop typique, quoi, ce qui fait qu'on peut pas faire beaucoup de musique avec, contrairement au banjo ténor où on peut jouer absolument de tout. On peut faire de la musique moderne, du funk, du rock, du jazz bien sûr, de la polka, de la danse. Voilà, on peut faire des châtaignes, jouer au ping-pong, enfin tout ça, quoi. Voilà, donc on arrive à la fin. Il y a une autre représentation du banjo ténor qui est beaucoup utilisée et que vous connaissez, c'est dans la musique irlandaise. En effet, on retrouve beaucoup le banjo, accompagné donc de mandolines, de fiddle, de guitare. Il est un peu plus petit que celui-là, il a que 17 frettes et surtout, il est accordé une octave plus bas et en partant de la corde de sol. Enfin, si vous voulez connaître exactement les détails techniques, n'hésitez pas à me le demander. En attendant, je ne vais pas vous en jouer parce que je ne sais pas jouer irlandais.
Voilà. J'espère que voilà, j'ai survolé certains domaines. J'ai plus accentué sur le côté l'arrivée avec l'esclavagisme et autres parce que c'est quelque chose de sociétal qui me tient à cœur. Si vous désirez d'autres détails plus techniques sur le banjo, vous pouvez nous contacter, que ce soit Harmonia, Serrano et moi-même sur Facebook, Instagram ou tout ça, ou par téléphone, courrier au signaux de fumée. Vu mon âge, j'utilise tout ça, contrairement aux jeunes qui n'utilisent qu'une chose finalement. Et oui, ils n'utilisent plus qu'Instagram. En fait, les jeunes sont limités. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous ne vous êtes pas trop ennuyés. En tout cas, moi, je sais que ça a été un réel plaisir déjà de travailler ce concert-férence. Voilà, de mon côté, c'est un immense plaisir que Harmonia ait bien accepté de venir pousser la chansonnette dans ce petit projet. Merci pour elle. À savoir, voilà, vous pouvez la retrouver donc sur Facebook, Instagram. Elle fait beaucoup de spectacles toute seule et accompagnée. C'est une artiste vraiment complète. Je la connais depuis qu'elle a 12 ans. Et de la voir sur scène, ça me fait énormément plaisir. Voilà. Merci. Et bien sûr, bravo à Stéphane Borde pour cette première quand même. Hein. C'est vrai. C'était une première et on espère que ça vous a plu, que vous avez appris plein de choses, que sa prestation vous a plu. Bravo. Merci Harmonia. On aime bien se gratifier quand même comme ça, oui. Nous remercions Isabelle, évidemment, Isabelle Prime, la médiathèque, Roland qui est là-haut, qu'on voit pas mais qui est bien présent, de nous avoir accompagnés, de nous avoir enrobé ce spectacle de leur talent et de leurs compétences. Voilà, peut-être qu'on se retrouvera, évidemment. Peut-être qu'on se retrouvera l'année prochaine pour le jazz et la mafia. Et n'hésitez pas à parler du banjo. Venez nous retrouver sur les réseaux sociaux si vous le pouvez, si vous en avez envie. Et on vous répondra si on le peut et si on en a envie également. Voilà. when the sands go marching in. Oh, I want to be in that number. Oh, when the sands go marching in. Oh, when the sands begin to shine. Oh, when the sun begin to shine. Oh, Lord, I want to be in that number. Oh, when the sands begins to shine. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. À bientôt. Et écoutez du banjo. En tout cas, appréciez-le quand vous en voyez un. Bye bye.